Dans cette séquence vidéo, nous allons donc vous apporter quelques compléments sur les aspects que nous avons laissés de côté dans les vidéos précédentes concernant la surcharge des opérateurs. Et nous vous donnerons aussi quelques conseils pratiques. Mais laissez-moi commencer par vous rappeler comment vous pouvez aborder en pratique cette surcharge des opérateurs en fonction de votre niveau de programmation. La surcharge des opérateurs est en effet un sujet assez difficile, car technique, au cœur du langage, et il n'est pas forcément utile. Donc dans un premier temps, vous pouvez évidemment vous contenter de ne pas faire des surcharges d'opérateurs, comme nous faisions jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même un sujet assez utile en pratique. On espère vous en avoir convaincu dans les vidéos qui précèdent, et donc nous vous recommandons bien sûr de l'aborder. Le premier niveau auquel vous pouvez surcharger, c'est donc d'apporter des opérations simples aux classes auxquelles vous voulez apporter ces opérations, comme une addition, une multiplication, sans entrer dans les détails et sans considérer les opérateurs d'auto-affectation, comme par exemple plus égal, moins égal. À ce premier niveau, vous pouvez également surcharger l'opérateur d'affichage, afin donc d'afficher plus naturellement les objets des classes que vous avez créées. Au niveau suivant, vous pouvez considérer les opérateurs d'auto-affectation, donc plus égal, multiplier, égal, mais les surcharger en ignorant leur valeur de retour, donc en mettant un type de retour void. Et enfin, à un dernier niveau, vous pouvez faire la surcharge des opérateurs en respectant strictement leurs prototypes comme ceux qui sont donnés dans la norme, et donc par exemple pour les opérateurs d'auto-affectation, retourner une référence sur une instance de la classe. Voilà donc pour ces 3 niveaux de surcharge, 4 si l'on inclut aussi le fait de ne pas surcharger, que nous vous proposons en pratique donc pour la surcharge des opérateurs. Regardons un petit peu quelques exemples en détail au dernier niveau du transparent précédent. Nous avons déjà vu dans les séquences vidéo qui précèdent l'opérateur d'auto-affectation plus égal, qui permet donc d'écrire des expressions du genre P plus égale Q. Nous avions vu aussi en surcharge externe l'addition, qui permet donc de faire des expressions du genre R égale P plus Q, donc c'est ici l'opérateur d'addition. De la même façon, donc on pourrait définir l'opérateur de soustraction, l'opérateur d'auto-soustraction, qui permettrait d'écrire P moins égale Q. En considérant la soustraction, on a aussi le signe, c'est pas la soustraction ici, mais c'est l'opposé. Donc si par exemple j'écris R égale moins P, à ce moment-là c'est aussi un opérateur moins qui sera surchargé en interne et qui ne prend pas ici d'argument. Il n'y a pas de second argument à cet opérateur, c'est ce qu'on appelle un opérateur unaire. Nous avions aussi vu donc l'opérateur d'affichage qui permet donc d'afficher les instances de nos classes comme on affiche un double ou un int. Nous avions aussi vu donc en multiplication externe ici la multiplication à gauche par un élément d'une autre classe. Donc par exemple ici donc P et Q sont des éléments de notre classe, donc par exemple des nombres complexes, mais X ici est un élément qui est d'une autre classe ou d'un type de base. Donc par exemple on avait pris un double. On pourrait aussi par exemple avoir en interne la multiplication donc justement par un de ces autres types. On pourrait ici, par exemple, pour un nombre complexe P, faire P multiplié égale X, où X est un double. D'autres exemples encore, on pourrait écrire l'opérateur égal égal pour, par exemple, faire P égale Q. Donc dans ce cas-là, faites attention aussi à penser à surcharger l'opérateur not égal, qui est intimement lié à l'opérateur égal égal, en définissant l'un à partir de l'autre. On pourrait aussi faire des opérateurs de comparaison, donc par exemple pour faire P inférieur à Q. Là aussi, pensez à ce moment-là à faire les opérateurs inférieurs ou égal, et si ça a un sens, les opérateurs supérieurs et supérieurs ou égal, en définissant l'un de ces 4 et en écrivant les 3 autres à partir de l'un de ces 4 pour garantir l'intégrité sémantique, c'est-à-dire le fait qu'ils se comportent correctement tous ensemble. Voilà donc différents exemples, encore l'opérateur d'auto-incrément, ici, plus P, comme ceci avec cette écriture. Dans la suite, nous allons tour à tour nous intéresser à pourquoi avoir mis un const au type de retour de l'addition, pourquoi ce type de retour pour l'opérateur d'affichage, quel type de retour pour l'opérateur d'auto-affectation, par exemple, plus égal, pourquoi ici une référence sur une instance de classe. Et puis nous terminerons par quelques conseils pratiques et reviendrons sur l'opérateur d'affectation égale. Commençons donc par le type de retour de, par exemple, l'opérateur d'addition. Pourquoi avoir mis un const comme type de retour de cet opérateur qui, je vous rappelle, nous permet d'écrire des expressions du genre Z3 égale Z1 plus Z2.
Donc le type de retour ici clairement est un nombre complexe. Mais pourquoi avoir mis const? Simplement pour ne pas permettre des expressions du genre z1 plus z2, qui est bien effectivement ici l'équivalent de opérateur plus de l'appel opérateur plus z1, z2. Donc c'est bien le type de retour de cet opérateur. Et puis ensuite, on pourrait imaginer, donc réécrire comme ça, incrémenter cette valeur de retour. Qu'est-ce que ça aurait comme sens de faire ceci? Qu'est-ce que ça aurait comme sens d'incrémenter l'addition de Z1, Z2? Le résultat de l'addition de Z1, Z2, c'est un résultat, c'est une constante, on ne peut pas l'incrémenter. Et donc, pour empêcher justement ce genre d'écriture, on va mettre le type const, pour aussi empêcher donc ce genre d'écriture de l'écrire donc du côté gauche d'une expression égale. Donc par exemple z1 plus z2 qui serait sans const un nombre complexe qu'on pourrait mettre ici donc du côté gauche d'un signe égal. Là aussi ce genre d'expression n'a absolument aucun sens. Donc pour empêcher le fait de le mettre ici de ce côté-là d'un signe égal, on va donc définir ce type de retour comme étant un const complexe, c'est-à-dire un complexe que l'on ne peut pas modifier. Le résultat d'une addition, c'est ce nombre complexe. On ne peut pas modifier le résultat d'une addition. Deuxième point, pourquoi l'opérateur d'affichage retourne-t-il donc un ostream et? Regardons par exemple un affichage tout à fait standard, par exemple pour un complexe Z1 qu'on pourrait écrire comme ça, cout inférieur Z1 inférieur Endel. Si l'on regarde ceci, on voit que cette expression, disons appelons-la A, cette ligne est donc du genre A inférieur Endel. C'est donc bien ici un appel à opérateur d'affichage, opérateur inférieur de A et Endel. C'est-à-dire, si je réécris A pour ce qu'il est, c'est-à-dire cout inférieur, l'expression cout inférieur Z1 inférieur Endel est équivalente à opérateur inférieur. Premier argument, le résultat donc de cout inférieur Z1, et deuxième argument, le Endel. Mais ceci, cout inférieur Z1, est lui-même l'appel de opérateur d'affichage cout et Z1. Donc, cout inférieur Z1 Endel est équivalent en fait à l'appel opérateur d'affichage de opérateur d'affichage sur cout et Z1 et ensuite Endel, où l'on voit que la valeur de retour de l'appel opérateur inférieur cout Z1 est passée comme premier argument d'un opérateur inférieur. Et donc, cette expression doit être ici de même type que le premier argument de l'opérateur inférieur. Et donc toute cette expression doit être de type ostream A. Voilà pourquoi la valeur de retour de opérateur d'affichage doit être ostream A pour pouvoir comme ça le remettre dans un deuxième appel, voire un troisième appel. Si vous aviez écrit void comme type de retour, il ne faut jamais faire ça parce que si vous aviez écrit void comme type de retour, vous ne pourriez pas écrire des expressions du genre cout inférieur Z1 inférieur Endel. Ce second inférieur ici ne pourrait pas avoir lieu puisque vous auriez une première expression ici qui retournerait un void et donc vous auriez quelque chose de type void suivi de inférieur Endel, ce qui n'a absolument aucun sens. C'est donc bien pour pouvoir enchaîner ainsi les appels à l'opérateur d'affichage que cet opérateur a besoin de retourner un type qui est compatible avec son premier argument, c'est-à-dire un flow dans lequel on peut écrire un ostream passé par référence, un ostream et. Troisième complément, quel type de retour pour les opérateurs d'auto-affectation, comme par exemple l'opérateur plus égal. Si j'écris quelque chose du genre Z1 plus égale Z2, je vous rappelle que c'est équivalent à l'appel Z1 point opérateur plus égal, surcharge interne, de Z2. Et on voit donc ici que cet appel est autonome, il n'y a pas d'expression devant, on n'a pas écrit quelque chose du genre Z égale Z1.opérateur plus de Z2. Et donc justement, puisque l'on n'a pas écrit ceci, c'est pour ça qu'au premier niveau de surcharge, on vous conseille comme type de retour de mettre simplement void, ce qui correspond au premier niveau de surcharge dont nous parlions dans l'introduction.
Mais il faut savoir qu'en C++, toute expression fait quelque chose et toute expression vaut quelque chose. Par exemple, si j'ai une expression, je peux tout à fait écrire x égale cette expression. Donc, par exemple, je peux tout à fait écrire ce que j'ai suggéré tout à l'heure, z3 égale l'expression z1 plus égale z2. On a ici une expression, z1 plus égale z2, qui fait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle ajoute z2 à z1, mais qui, en tant que telle, aussi vaut quelque chose, et peut donc, en tant que telle, être, par exemple, affectée à z3. Que vaut cette expression? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette expression, z1 plus égale z2, vaut le résultat de z1, la valeur de z1, après l'affectation. Donc, toute cette expression est bien de type complexe, puisque z1 et z2 sont ici des complexes. Et c'est pour ça qu'à un niveau avancé, le type de retour de cet opérateur plus égal n'est plus void, mais est donc un complexe. Ceci dit, ce complexe en question existe déjà. C'est Z1 après le résultat de cette auto-affectation. Donc ce n'est pas un nouveau complexe, c'est un complexe qui existe déjà. Et donc on ne va pas recréer un nouveau complexe, mais on va simplement passer une référence sur un complexe qui existe déjà. C'est donc pour ces raisons que les types de retour plus avancés pour les opérateurs d'auto-affectation compatibles avec la norme sont des références sur des instances, donc par exemple référence sur un complexe. Voyons maintenant comment tout ceci se définit. Donc on fait une surcharge en interne dans la classe de l'opérateur plus égal qui reçoit donc le deuxième argument, la valeur que l'on veut rajouter à l'instance courante et qui retourne donc ici au niveau plus avancé une référence sur un nombre complexe. On mettra une référence à chaque fois que l'on retourne un complexe qui existe déjà. Ce n'est pas une nouvelle valeur. Dans cette expression ici, on retourne la valeur de Z1. Et donc, on le définirait de la façon suivante, avec, on commence ici par l'entête, et puis ensuite, comme on l'avait déjà vu, donc l'ajout de la valeur de x de Z2 à l'attribut x courant, l'ajout de l'attribut y de Z2 à l'attribut y courant. Mais ce que l'on rajoute, ce qui change maintenant, c'est que comme on a ici un type de retour, il faut retourner qui? Retourner l'instance courante. Et c'est qui l'instance courante? L'instance courante, c'est la valeur qui est stockée à mon adresse. Ici, this est un pointeur sur l'instance courante. Et donc, étoile this, c'est la valeur stockée à l'adresse de l'instance courante. C'est-à-dire, par exemple, ici, la valeur de Z1. Terminons par des considérations pratiques mais qui ont vraiment leur importance. Nous avons ici défini comme type de retour une référence sur un nombre complexe parce que ce complexe de retour ici existait déjà. Si on n'avait pas mis de référence, on aurait alors recréé un nouveau complexe, une nouvelle copie d'un complexe qui existait déjà, ce qui est une copie supplémentaire qui n'est pas nécessaire de faire. Et de façon très générale, donc, on peut vous donner les conseils suivants. Il faut écrire la surcharge des opérateurs avec beaucoup d'attention, en faisant extrêmement attention à ne pas faire des copies supplémentaires, à ne pas péjorer le code que vous écrivez par des opérations inutiles, puisqu'en effet, les opérateurs ont pour but donc d'être utilisés très souvent dans beaucoup d'expressions, certainement vont se répéter, et donc quelque chose qui serait mal écrit au niveau d'un opérateur, d'une opération aussi profonde qu'un opérateur, pourrait avoir des répercussions assez importantes sur le programme de façon globale. Et donc, utilisez les références à bon escient, évitez des copies inutiles, comme dans cet exemple. On a ici écrit deux versions de l'opérateur d'auto-affectation plus égale, la version standard qui ne fait pas de copies supplémentaires et qui est la version qu'on vous a proposée dans les transparents précédents, et puis une version ici que je vais détailler qui fait entre 1 à 3 copies. Donc 1 à 3 copies, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça dépend en fait des options de votre compilateur. Donc regardons en détail cette version de l'opérateur d'auto-affectation. D'abord, comme type de retour, ici, on a choisi de retourner un nombre complexe et non pas une référence sur un nombre complexe. Puis ensuite, du côté de l'argument, ici, on a aussi décidé de passer un nombre complexe et de ne pas passer par référence constante. Ce qui fait déjà que lorsque l'on a une écriture, par exemple, du genre Z1 plus égale Z2, qui correspond donc à Z1.opérateur plus égale Z2,
on a ici un passage par valeur. Donc on a déjà ici possiblement une première copie du passage de cet argument. Elle peut être optimisée par le compilateur, mais pas forcément. Donc ça ferait possiblement une première copie ici. Et puis donc, pour ce qui concerne la valeur de retour, ici, donc si on veut utiliser la valeur de retour, ça veut dire qu'on écrirait une expression du genre Z3 égale Z1 plus égale Z2. Et donc ici aussi, nous allons avoir par valeur de retour ici un nouveau nombre complexe puisqu'on n'a pas retourné par référence qui va être créé. Et donc on aura ici une deuxième copie qui va être effectuée. Puis si l'on regarde maintenant en détail le corps de la définition de cet opérateur, puisqu'on a décidé ici de retourner un nombre complexe, on se dit on va le déclarer ici en interne pour pouvoir le retourner. Le reste ici des opérations est comme d'habitude, mais pour pouvoir retourner ce complexe ici, je veux retourner donc l'instance courante et donc je recopie ici avec donc une troisième copie ici. Je recopie l'instance courante. Je rappelle que c'est le contenu pointé par le pointeur this, donc c'est bien la valeur de l'instance courante que je recopie donc ici dans Z3. Et donc voilà les trois copies possibles. Certaines de ces copies peuvent être optimisées par vos compilateurs. Alors que dans cette version ici, on passe déjà premièrement ici par référence constante. Donc ici, on n'a pas de copie, mais on a bien la référence sur Z2 qui est passée directement, donc pas de copie. Du côté du retour, de la même façon, on n'a pas de copie, mais on a passé la référence de l'instance courante. Et puis en interne, ici, on n'a pas déclaré de complexe supplémentaire. On n'a donc pas non plus cette troisième copie. Donc tout ceci pour dire, faites bien attention lorsque vous écrivez la surcharge des opérateurs. Je voudrais conclure cette vidéo sur les compléments de la surcharge des opérateurs en revenant sur un opérateur un peu particulier qui est l'opérateur égal, l'opérateur d'affectation. Cet opérateur qui est utilisé donc par exemple chaque fois qu'on écrit A égale B, Z1 égale Z2, est d'abord un opérateur particulier en ce sens qu'il est fourni pour toutes les classes. Il est un opérateur ce qu'on appelle universel. Vous n'avez pas besoin de le redéfinir. Il existe déjà pour toutes les classes que vous pouvez créer. Comme nous l'avions déjà dit dans les vidéos sur la construction de copies et sur la destruction, la redéfinition possible, si vous avez besoin de cet opérateur, est intimement liée à la redéfinition du constructeur de copie. La différence entre la construction de copie et l'affectation, c'est que la construction de copie est une construction, elle a lieu lors d'une initialisation, alors que l'affectation opère sur des instances qui existent déjà. Comme pour le constructeur de copie et comme pour le destructeur, la version par défaut fait une copie de surface. On reviendra sur la notion de copie de surface et de copie profonde dans les prochaines semaines, mais cette copie de surface est suffisante dans la très très grande majorité des cas. Donc dans la très grande majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de redéfinir cet opérateur d'affectation. Par contre, il peut être parfois nécessaire de carrément le supprimer, cet opérateur d'affectation. Supposons que l'on ait par exemple une énorme classe, c'est-à-dire une classe où si l'on crée une instance, cette instance utilise beaucoup de place en mémoire. On ne voudrait absolument pas que l'on puisse copier les instances de cette classe. Une instance de cette classe nous suffit largement et on veut donc absolument éviter d'avoir comme ça des copies. Donc pour ça, on va supprimer l'opérateur d'affectation qui s'appelle donc opérateur égal en écrivant une syntaxe qu'on avait déjà rencontrée pour supprimer le constructeur de copie qui est en rajoutant derrière son prototype ici comme ça dans la classe, c'est une surcharge interne, en rajoutant ici égal delete, ça va empêcher de faire comme cela des affectations entre instances de cette énorme classe. J'en profite également pour vous montrer le prototype de cet opérateur d'affectation qui s'appelle bien sûr opérateur égal, qui donc est appelé quand on a des expressions de type A égale B, c'est-à-dire que l'appel équivalent c'est A.operator égale, surcharge interne, on ne peut pas faire de surcharge externe de l'opérateur d'affectation, A.operator égale B. Donc on prend ici quelque chose qui est de même type que A, donc forcément ici on va avoir
la même classe que la classe dans laquelle on est en train de surcharger cet opérateur. Pour éviter une copie, on va le passer par référence constante. Et comme on a le droit en C++ d'écrire des choses du genre A égale B égale C, sous-entendu A égale le résultat de B égale C, c'est-à-dire que cette expression B égale C a également une valeur de retour qui est la valeur de B après affectation, c'est-à-dire la valeur de C, et donc qui est de même type, exactement comme le plus égal, moins égal, de même type que la classe dans laquelle on est en train de surcharger cet opérateur. Et toujours pour les mêmes raisons, on va faire ce retour par référence pour éviter des copies supplémentaires. Enfin, on a dit qu'il n'était pas nécessaire de redéfinir cet opérateur. Dans la très grande majorité des cas, celui qui est fourni par défaut vous suffira. Mais si jamais vous deviez redéfinir cet opérateur, alors en C++ 2011, nous vous conseillons de suivre le schéma suivant, d'utiliser ce qu'on appelle la fonction swap. Donc la fonction swap permet d'échanger deux arguments. Donc swap AB va échanger les valeurs entre A et B, c'est-à-dire que la valeur de B va se retrouver dans A et la valeur de A va se retrouver dans B. Swap est une fonction que vous pourriez soit redéfinir vous-même, soit utiliser celle qui existe dans la bibliothèque en C++ 2011, dans la bibliothèque utility, donc faire un dièse include utility. Et le schéma donc pour la redéfinition de l'opérateur d'affectation que nous vous conseillons, et donc avec ici une petite différence pour des raisons d'optimisation en C++ 2011 qui dépasse le cadre de ce cours, mais qui permet au compilateur soit d'éviter de faire des copies, soit même d'utiliser ce qu'on appelle le déplacement. Mais ça nous emmènerait un petit peu trop loin, donc ça c'est vraiment une raison d'optimisation encore plus avancée. Donc ici on a bien effectivement un passage par valeur, et donc d'utiliser cette fonction swap qui va échanger le contenu de l'instance courante avec le contenu de cette variable ici qui est le paramètre de l'opérateur d'affectation qu'on est en train de redéfinir. Donc ici, ça va bien, si j'écris A égale B, ici ça va bien être un swap entre guillemets A qui est l'instance courante, ça c'est bien A.opérateur égale B. Donc ici étoile 10 qui jouerait le rôle de A, et puis donc source qui serait ici une copie ou alors un déplacement de B, et donc on échange les deux valeurs, ce qui fait qu'on a bien effectivement la valeur de B qui est mise dans A. Et attention ici, donc cet échange se fait avec la copie locale source, donc c'est pas du tout la valeur de A qui est mise dans B, mais la valeur de A est mise dans source, c'est-à-dire ce dans quoi on a copié B, donc il n'y a aucun risque ici de pollution de B. Et enfin, toujours pour les mêmes raisons que pour l'opérateur plus égal, on retourne ici la référence sur l'instance courante, puisqu'on peut tout à fait écrire des expressions du genre C égale A égale B. Voilà, tout ceci qui conclut cette dernière séquence vidéo, certainement un peu technique et avancée, sur tous les compléments que nous voulions vous apporter concernant ce sujet assez pointu de la surcharge des opérateurs.